Il est 19h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 11 juin. Le séisme de la dissolution passée, place aux tractations, l'heure est au pourparler. Les informations ne filtrent pas, mais les réunions s'enchaînent du côté des autonomistes. Y aura-t-il une alliance pour faire front au Tavini? Si le Tapura le souhaite, des discussions sont toujours en cours du côté d'Ahireia Polinetia. Nous rejoindrons en direct Mereini Gamblin, qui est au QG du parti. Plus de 25 000 bénéficiaires du compte d'aide à l'emploi en 10 ans. Mais il n'est plus délivré depuis janvier. Une décision du gouvernement Brotherson. Par quoi le remplacer? Des pistes de réflexion sont en cours. Les explications dans ce journal. Après Tiaopo, Papara, c'est au tour du centre-ville de faire l'objet de toutes les attentions. Paris 2024 et les équipes locales effectuent les dernières vérifications avant le relais de la flamme. La flamme qui est avec nous ce soir sur le plateau. Nous avons également l'honneur de recevoir sa gardienne et le commissaire en charge de la sécurité du relais. Caroline Vidalot et Charles Barion sont nos invités. En juillet, Tiaopo sera sous les feux des projecteurs. Mais c'est en 1997 que cette vague mythique se fait connaître aux yeux du monde grâce à l'initiative d'un homme, Christophe Olozé, organisateur de la première compétition internationale sur le spot. Nous l'avons rencontré. Les autonomistes vont-ils s'unir pour remporter ces législatives? Arriveront-ils à prendre leur revanche après leur défaite aux dernières élections? Depuis 2 jours et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les réunions des politiques s'enchaînent, pas le temps au répit. Les partis ont jusqu'à dimanche pour faire connaître leurs candidats, mais il faut d'abord se mettre d'accord sur la meilleure stratégie à adopter. Résumé des rencontres aujourd'hui avec Mereini Gamblin et Heidi Yanko. Pas de prise de bec aujourd'hui. C'est presque un repas de fête entre autonomistes. Édouard Fritsch reçoit le Amuiteira mené par Gaston Floss et le Yaura Tenun'a de Tevaro Fritsch, prêts à mettre leur rancœur de côté pour faire front aux indépendantistes. Mais un convive manque à l'appel. J'attends la décision finale de AHIP qui se réunit ce soir. C'est vrai que rechercher l'unité nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de concessions. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Je suis prêt, le Tapura est prêt à renoncer à beaucoup de choses. La preuve, on est prêt aujourd'hui à distribuer à chacun un des députés. Et mon vœu le plus cher n'est pas, moi, d'avoir 3 députés, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que mes partenaires autonomistes puissent, comme moi, avoir chacun son outil de travail indispensable aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Ahireia Polinetia hésite. Nicole Sanquer et Nui Hauloré l'ont dit à Édouard Fritsch ce matin. S'ils partagent les mêmes valeurs autonomistes, certains sujets comme le statut du pays associé nourrissent toujours quelques désaccords. Ce n'est pas la peine de vouloir s'unir devant la population alors qu'au niveau de nos partis respectifs, il y a une division. Ça, il faut être clair. Donc il faut bien prendre tous les paramètres en considération, bien discuter. L'objectif aujourd'hui est que la voix qui porte à l'Assemblée nationale soit une voix autonomiste. Ahireia Polinetia pourrait bien courir seul au premier tour le 29 juin et opter pour une alliance au second tour. Rien n'est joué, donc les partis autonomies sont encore suspendus à la décision de Ahireia Polinetia. On rejoint tout de suite Mereini Gamblin qui est au quartier général d'AHIP, aux côtés de Nicole Sanquer et Yaorana Mereini. Que savez-vous de ces discussions? Bien, bonsoir Suliane. Pour l'instant, les membres du Ahireia Polinetia sont toujours en discussion, mais Nicole Sanquer vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la décision que vous allez prendre ce soir? Voilà, alors nous avons souhaité, comme on le fait d'habitude, consulter notre conseil politique parce que les délais sont très courts pour cette élection législative anticipée. Et donc nous voulions déjà avoir l'aval du conseil politique parce que nous avons rencontré Édouard Fritsch ce matin sur l'autonomie. L'objectif de ces élections, c'est vraiment que l'autonomie doit gagner parce qu'il s'agit bien là de l'autonomie contre l'indépendance. Et là, nous allons vers évidemment un consensus général pour dire que ces élections, il faut que l'autonomie gagne. Et aujourd'hui, on interroge aussi le conseil politique, c'est de savoir est-ce que nous présentons des candidats dans toutes les circonscriptions ou on se focalise
focalise sur une circonscription. Nous avons vu avec Edouard Fritsch ce matin justement peut-être une répartition des circonscriptions. Donc on est là en train d'interroger nos membres. Mais là aujourd'hui je suis plutôt satisfaite parce que nous allons vers faire en sorte que l'autonomie gagne dans ces élections. Est-ce que vous avez des pistes pour l'instant pour les candidats que vous allez présenter ? Alors le nom qui ressort beaucoup au niveau du conseil politique, c'est évidemment ma candidature, Nicole Sanquer, de par le fait que je connais bien l'Assemblée nationale, j'ai eu un mandat complet et qu'il est vrai qu'il y avait des sujets que j'avais pas terminés. Donc pour le moment, on n'est pas encore sur la sélection des candidats, mais on peut dire qu'aujourd'hui, là à l'heure actuelle, il y a un nom qui sort plus que d'autres, c'est le mien. Merci beaucoup Nicole. Eh bien voilà, la décision va se prendre ce soir. La suite, ce sera de savoir qui seront ensuite les candidats pour les élections qui auront lieu le 29 juin, Suliane. Merci beaucoup Mérénie Gamblin. Avec à l'image Heidi Yanko. Plus aucun contrat d'aide à l'emploi depuis janvier. Et pour cause, le nouveau gouvernement a décidé d'abroger cette loi. Pour la remplacer, des dispositifs sont actuellement à l'étude. Ce matin, le nouveau projet de loi portant sur l'emploi a été présenté au CESEC. Favorable ou défavorable, pour l'heure, la 4e institution du pays n'a pas émis d'avis au vu de la complexité du dossier. En attendant, le CAE aura permis en 10 ans à de nombreux Polynésiens de poursuivre leur parcours professionnel en CDI. Explication avec Mélissa Chang et Rohan Potorou. Eliane est comme un poisson dans l'eau à la cuisine centrale. La restauration collective, elle la connaît bien. Il faut dire qu'elle a enchaîné plusieurs années de service dans des sociétés privées. En 2022, elle s'inscrit en contrat CAE auprès de la mairie de Pir'e. Après 1 an de bons et loyaux services, elle signe un contrat en CDI. Un soulagement pour cette mère de 3 enfants. Ça a beaucoup changé. Enfin, pour moi, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie et au niveau du travail aussi. Tu vois que ça évolue de petit en petit. Et qu'avant, on était trop petits, mais moi, je suis très contente. Eliane fait partie des 25 personnes anciennement en contrat CAE et embauchées en CDI par sa commune. Mais voilà, suite au changement de gouvernement, plus aucun contrat CAE n'est délivré depuis janvier. Une difficulté pour les employeurs. Ça nous inquiète, d'autant plus qu'en face, il y a, me semblerait, pas de dispositif équivalent. C'est que des dispositifs d'embauche, d'aide au contrat d'entreprise. Ils évoquent toutefois des possibilités de contrats sur des courtes durées pour les associations d'insertion par l'économique. Ça va gérer de la frustration aussi bien chez les demandeurs d'emploi que chez les entreprises. Des nouveaux dispositifs d'aide à l'emploi sont à l'étude. Le CEFI assure miser sur des contrats en faveur de l'emploi durable. Si on s'en tient déjà à nos dispositifs, c'est limiter le renouvellement des stages pour éviter justement que le statut stagiaire perdure. C'est inciter à l'embauche durable en diminuant le coût du travail. Donc ça, c'est les mesures d'aide de type contrat. Et effectivement, après, ça s'assortit aussi de tout un panel de formation pour permettre à nos demandeurs d'emploi d'être mieux formés et de développer les compétences dont les entreprises ont besoin. Consulté ce matin, le CESEC, 4e institution du pays, n'a pas pu émettre d'avis sur ce projet de loi. Pour l'heure, la mise en place des nouveaux dispositifs d'aide à l'emploi est prévue d'ici la fin de l'année. Après Tiahupo et Paparar, toutes les attentions sont portées sur le centre-ville, car c'est à Papeete que la flamme terminera sa route, son parcours, et allumera le chaudron, place Toata, où auront lieu des animations. L'heure est donc aux derniers préparatifs pour ce relais prévu jeudi. 6 km de route seront barrés de Aoreitinihau au stade Willy Bambridge. Le point sur le dispositif mis en place avec Kaline Liénard et Nicolas Suire. La flamme olympique, c'est presque comme le passage d'une reine à Tahiti. Dans la capitale, 29 porteurs vont se relayer sur 6 km. Je serais contente d'être au bord de route à attendre, comme je suis de Pir'e. Alors je serai là-bas à attendre cette flamme-là avec mon petit-fils. C'est historique, voilà. Tu vois déjà là, j'ai la chair de poule quand je parle. Là, on va faire une grosse fête pour ça.
Il y a de l'argent alors pour ça. Et pour le peuple qui est en train de demander à avoir du travail, à pouvoir aller s'acheter à manger. Pour moi, pour la flamme olympique, c'est plutôt un jour banal, un jour comme un autre. C'est la première fois pour la Polynésie de voir une flamme portée par les Polynésiens. C'est une fois dans une vie. Voilà, c'est une fois. Peut-être moi je ne le verrai plus, tu vois. Là, c'est quelque chose de magique, comme on dit, hein? C'est merveilleux pour nous. Dès 16h15, l'avenue Prince-Inouye sera fermée à la circulation. La flamme part de Ao Aitiniho pour un demi-tour au stade Willy Bambridge où de nombreuses animations sont prévues. Il y aura des orchestres avec toéré, percussions. Il y aura également le char, un des chars de Pape Été qui a participé à la mini-parade qui va être mis à l'honneur. Et donc on installera notre orchestre dessus. De 17h à 19h, la circulation sera compliquée du côté de Tiperui et de Paofei et le stationnement sera interdit dès demain, mercredi 12 juin, à 18h. On a informé les parents de l'école Toata qui pourront se garer sur les parkings avoisinants. Donc, il y a le parking du skatepark, le parking de l'Uranie et le parking du stade Bambridge. Donc le matin notamment, lorsque les parents viendront en ville, ils pourront se garer à ces parkings-là. Et ce jeudi 13 juin, toutes les écoles de Faa, Piré et Pape Été fermeront leurs portes à 13h. Sur les zones comme Te Aupo, Teveyuta, Mahina ou Aroué, la flamme passe sur du hors temps scolaire. Je prends l'exemple de Aroué, les écoles terminent à 13h30 et c'est le moment précisément où la flamme va être sur Tanson. Donc là, les écoles vont être présentes pour faire des manifestations sur le stade de Aroué et du coup, ils finiront une demi-heure plus tard. Pour plus de renseignements sur la fermeture des écoles lors du passage de la flamme, la DG2E invite les parents à consulter sa page Facebook. Et restons avec la flamme que nous avons l'honneur d'avoir en plateau ce soir. Nous avons aussi l'honneur de recevoir deux personnalités précieuses, la gardienne de la flamme Caroline Vidalot et le commissaire de police en charge de la coordination des opérations de sécurité du relais, Charles Barillon. Yaorana, à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Caroline, je commence avec vous. Vous êtes gardienne de la flamme. En quoi cela consiste exactement d'être gardienne ? Donc le rôle de gardien de la flamme consiste principalement à mettre en œuvre tous les moyens pour que la flamme ne s'éteigne pas. La flamme a été récupérée à Olympie, en Grèce, le 16 avril dernier. Et l'objectif est qu'elle reste intacte et que toute son intégrité soit conservée jusqu'à ce qu'elle soit versée dans le chaudron à Paris le 26 juillet. Donc le rôle de gardien de la flamme, c'est un rôle qui se remplit 24 heures sur 24, 2 jours comme de nuit. Je dors avec, je me réveille avec, je mange avec. Elle prend l'avion, elle prend la voiture. Donc là, devant vous, vous avez 2 lanternes qui sont fixées sur un berceau. Et donc voilà, c'est un rôle inédit. Et le gardien de la flamme est comme la nounou de la flamme au quotidien. C'est pas trop stressant ? C'est pas trop stressant, c'est surtout une belle responsabilité. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir présenter cette flamme aux Français et de leur en faire profiter au maximum. Alors là, justement, on voit 2 flammes. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a 2 lanternes. Il faut savoir que la flamme, c'est une matière vivante. Elle est soumise aux intempéries, au climat. Et donc, en début de segment, lorsqu'on ouvre cette lanterne au moyen de ce petit bouchon, il est possible, il n'est pas exclu que le vent souffle la flamme. C'est pourquoi on a une flamme de secours qui est, elle aussi, issue du feu originel d'Olympie. Et donc, c'est ce qui nous permet vraiment d'assurer l'intégrité. Il y a 2 lanternes, mais c'est du feu originel, olympique. Merci beaucoup. Charles, à présent, je me retourne vers vous. La flamme, on l'a vu dans le sujet, il y a des dernières vérifications par rapport au parcours. Vous l'avez suivi depuis le départ, depuis la Grèce. Vous avez suivi également le relais. Quelles sont les particularités ici en Polynésie en termes de sécurité, justement ? Alors l'idée c'est de sécuriser la flamme, assurer son intégrité, mais également assurer la sécurité de cette fête populaire, parce qu'on attend du monde. On sait que les Polynésiens vont se déplacer en masse pour voir cette flamme. Pour les écoles s'y sont préparées, beaucoup d'associations culturelles se sont préparées. On va avoir des spectacles de danse, ça doit être beau. Donc il faut assurer et la sécurité de la flamme et la sécurité d'un événement accueillant du public. Donc on travaille en collaboration avec les Polynésiens, les policiers et gendarmes polynésiens, qui vont appliquer les doctrines
on va dire, d'emploi et pour assurer la sécurité de la flamme comme ça doit être fait, mais également avec les spécificités locales. On sait qu'il y a un gros enjeu de circulation pour cette flamme, pour cette journée. Donc l'idée, c'est d'être le moins impactant possible et de faire la plus belle fête possible en toute sécurité. Alors, je le disais, vous suivez le relais depuis le départ. Vous avez traversé l'océan, vous avez navigué avec, vous avez passé des ponts. Du coup, quels ont été les meilleurs moments, parfois les moments peut-être difficiles, quelques anecdotes autour de ce relais de la flamme? Quelques anecdotes, oui. Alors, on a toujours un petit peu peur. On a eu pas énormément de chance avec la météo sur les 2/3 du relais pour l'instant. On a eu beaucoup de pluie, mais malgré la pluie, beaucoup de monde. Et ce que je vais retenir surtout, c'est des lieux magnifiques. Le Mont-Saint-Michel qui nous a été privatisé, le viaduc de Millau, Marseille, de ces grandes villes où ces petits villages perchés dans les Pyrénées, on nous attend, le pic du Midi avec de la neige. Et je vous cache pas qu'on attendait tous avec impatience la Polynésie, avec la fameuse vague, avec Tahiti. C'est mythique et ce sera magnifique pour nous et pour les Polynésiens également. Ça fera justement partie des meilleurs moments, certainement, la flamme en Polynésie, le relais. Oui, je pense. Beaucoup de fatigue, 4 jours seulement ici sur l'île pour apporter la flamme et ces moments. Mais nous, on en prend plein les yeux tous les jours à travailler avec les Polynésiens, à découvrir cette culture et ce peuple qui est vraiment exceptionnel. Et c'est clair que les souvenirs déjà commencent à s'engranger ici depuis 3 jours et on n'a vraiment pas hâte de repartir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Demain, sur votre antenne radio Polynésie, la première, il sera aussi question du relais de la flamme. Roniu Tupana Tana, maire délégué de la commune associée de Tiaopo, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Faisons un voyage temporel pour mieux comprendre l'histoire de cette vague mythique Tiaopo. Retour en 1997. Pour la première fois, une compétition de surf internationale est organisée à la place de Havae. Elle s'appelle Black Pearl Hurue Pro Surfing. Au line-up, plus de 200 surfeurs. Beaucoup viennent des 4 coins du monde. À cette époque, Christophe Olosé a 36 ans. Il est l'organisateur de cet événement. Fierté, reconnaissance, l'homme se confie au micro de Leheina Djarian et Jacques Damour. On est bloqué, on est sur le récif. Il aurait pu tourner au drame, mais au contraire, cet échouement a contribué à sa légende. Pour la première fois, le spot de Teahupo se fait connaître au-delà de la Polynésie. Si aujourd'hui on la surnomme la vague mythique, c'est grâce à l'initiative de cet homme, Christophe Olosé. À l'âge de 12 ans, il commence à surfer ses premières vagues, mais c'est à 36 ans qu'il décide d'organiser la première compétition de surf internationale à la passe de Havae. Pour organiser un événement comme ça, il faut rentrer dans le circuit professionnel de surf, le circuit mondial, donc qui était le circuit de l'ASP, Association of Surfing Professionnel, qui est devenu aujourd'hui la WSL, la World Surf League. Voilà, donc il fallait se faire une place dans le calendrier, dans lequel tu as toutes les grandes marques qui sont là pour se faire sa place dans le calendrier. Avec plus de 189 athlètes venus de 13 nations différentes et une vingtaine de surfeurs locaux, l'organisation de la Hurue Black Pearl Pro est un franc succès, non sans l'aide des habitants de la commune. La population locale a super bien participé parce que bien avant ça, j'ai été obligé de réunir la population. On a réuni 200-300 personnes à la salle Omnisport pour l'hébergement de ces compétiteurs-là. Donc ils ont tous été hébergés chez l'habitant, il n'y avait aucune pension de famille, il n'y avait aucun hôtel. Donc toute la population est venue me soutenir. Mais au 3e jour de compétition, la Remiti 2, alors utilisée pour accueillir les juges, les surfeurs et les médias, s'échoue sur le récif. Les secours interviennent rapidement, mais l'événement continue malgré tout. Ça a été une super promotion pour la compétition, puisque le patron de l'ASP à ce moment-là, Peter Whittaker, il me disait, Christophe, no problem, it's big promotion for the event, yeah, no problem. Donc tout a continué. Ensuite, on n'a pas arrêté la compétition. Aujourd'hui, Christophe Olosé est fier d'avoir vu grandir sa compétition au fil des années. À 63 ans, d'autres projets le motivent encore, à l'exemple du Hurue Grand Slam, un open de surf en plusieurs étapes qu'il prépare depuis 4 ans et qui se déroulera à Hawaï, en Polynésie et aux Fidji.
Direction les Australes avec les 7e rencontres poétiques Henri Hiro à Tubouei. Ce concours met à l'honneur la création et l'interprétation de la poésie en langue française et tahitienne. Accompagnés par les enseignants, 4 collégiens se sont lancés dans cette aventure littéraire pour vivre et faire vivre le poème à travers les mots. 3 ont opté de concourir en Géo-Tahiti. Écoutez leur professeur au micro de Rohayari Hariva. C'est une fierté. Cela prouve aux élèves déjà et à nous-mêmes que nous sommes sur la bonne voie pour l'enseignement des langues polynésiennes et la langue française. Et c'est un honneur parce que ça leur permet, d'ailleurs c'est l'objectif aussi de ce concours, c'est favoriser la confiance en soi, l'estime de soi et aussi encourager les élèves à écrire et à dire un poème devant un public. D'ailleurs c'est l'objectif aussi de ce concours, c'est d'encourager les élèves à dire devant un public. Donc ça, c'est tout le challenge de ce concours et mon challenge à moi en tant que professeur. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mardi 11 juin, le séisme de la dissolution passée, place aux tractations. L'heure est aux discussions, aux stratégies au sein des partis politiques. Les informations filtrent peu, mais les réunions s'enchaînent. Y aura-t-il une alliance pour faire front au Tavini? Les partis autonomistes semblent se diriger vers un consensus ce soir. Reste à se mettre d'accord sur les candidats et les circonscriptions. Au programme de votre soirée, une édition spéciale sur la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, suivie du documentaire Amazone, femme guerrière de l'Antiquité. Et à la une de Tahiti Info demain, la parole aux porteurs de la flamme. Vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard aux commandes de votre journal télévisé tout au long de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet